En équipe, nous avons été témoins de centaines de gens qui ont complètement révisé leur avis. Et si vous voulez, l'ambivalence de la fin de vie, elle est hyper fréquente. On peut souhaiter mourir le lundi et renier le mardi sa parole du lundi, et puis souhaiter autre chose après. Alexis Burneau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis médecin depuis maintenant presque 25 ans. J'exerce à l'hôpital, d'abord comme médecin urgentiste pendant une quinzaine d'années aux urgences et au SAMU, et puis en soins palliatifs, d'abord dans une unité de soins palliatifs, et maintenant depuis 11 ans dans une équipe mobile au sein d'un centre de lutte contre le cancer, où en équipe nous aidons à la prise en charge des patients gravement malades ou en fin de vie de la maladie cancer et à l'accompagnement de leurs proches. Euh, on va évoquer le projet de loi du gouvernement sur ce qu'ils appellent l'aide à mourir, mais on aimerait aussi beaucoup parler des soins palliatifs. Comment aujourd'hui les soins palliatifs en France fonctionnent d'un point de vue national, c'est-à-dire comment c'est réparti, et aussi d'un point de vue purement pratique au quotidien. Les soins palliatifs, c'est une belle discipline qui vient s'articuler avec le médecin thérapeute, oncologue, neurologue ou autre, pour venir soulager les personnes malades, soulager leurs symptômes, améliorer une logistique, faciliter une qualité de vie à la maison et faciliter une autonomie, dès lors que c'est nécessaire. Alors historiquement, ça a été créé pour les patients en situation de fin de vie, mais depuis de nombreuses années, on a évidemment fait cette association, cette collaboration, on fait équipe avec le thérapeute dès lors qu'il y a besoin d'aller soulager en particulier des douleurs. Et pour cela, nous sommes organisés en France avec des réseaux qui peuvent intervenir à domicile, avec des consultations à l'hôpital, ce que je fais régulièrement, avec des hôpitaux de jour à l'hôpital qui permettent d'accueillir une personne malade, ses proches, pendant, j'allais dire, une demi-journée, et de faire avec elle le tour de la situation, une prise en charge globale, de faire intervenir les kinés, les radiothérapeutes, l'oncologue, l'assistante sociale, les diététiciennes, et de co-construire ensemble un projet de soins pour que le retour à la maison soit meilleur, et cela dans une communication claire. Et puis aussi intervenir en hospitalisation pour les personnes malades. Et puis quand la situation est très complexe et le justifie, il y a en France des unités de soins palliatifs qui sont des unités qui vont de 10 lits, une unité va jusqu'à 80 lits, pour accueillir ces personnes avec une équipe spécialisée, avec une équipe dédiée, pour que le temps de la fin de vie soit un temps accompagné, soulagé, qui ait du sens. Et ces unités sont à peu près partout en France, sauf dans 21 départements où il n'y a pas encore de ces unités. Donc, dans 21 départements aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On sait que si on a besoin de ces soins-là, aujourd'hui on va dans un autre département ou... Alors, il n'y a pas d'unité spécialisée permettant d'hospitaliser 24 heures sur 24 une personne malade avec une équipe spécialisée de soins palliatifs pour les situations les plus complexes, mais il y a quand même des équipes mobiles dans les hôpitaux, il peut y avoir des lits dédiés aux soins palliatifs et il peut y avoir un réseau de soins palliatifs qui peut intervenir à la maison. Ce qui manque, c'est ces unités spécialisées parce qu'il y a des situations qui sont très complexes, qui nécessitent d'être dans un service ultra compétent. Est-ce que soins palliatifs, ça veut forcément dire à la fin qu'il y a la mort? Ou est-ce que parfois il y a des patients qui sortent des soins palliatifs et qui n'ont plus de maladie? Bah, à la fin de la vie, il y a toujours la mort. Oui, ça c'est sûr. Mais donc de toute façon, on n'y échappe pas. Bah, ce que je veux vous dire, c'est que nous, notamment en cancérologie, nous intervenons parfois très tôt dans la prise en charge et qui peut être uniquement pour aller mieux soulager des douleurs avec l'intervention de radiothérapeutes, avec l'intervention de collègues radiologues qui peuvent injecter un ciment dans une vertèbre qui fait mal ou une côte qui fait mal et résoudre un problème qui n'était pas résolu avec la simple consultation du cancérologue. On peut aider à une logistique, on peut aider au soulagement psychologique d'un patient qui vit très mal sa situation et finalement intervenir que dans un temps
Et puis après, il repart et il sait comment nous solliciter. On travaille aussi avec les unités de soins palliatifs qui peuvent accueillir des patients pour un séjour de répit. Répit parce qu'il y a des symptômes qui ne sont pas bien contrôlés, il ne dort pas bien, psychiquement c'est pas bien, pour un répit familial. Et donc il vient 3 semaines en unité de soins palliatifs, on l'aide à soulager ses symptômes et il revient à la maison avec une organisation qui est plus adaptée et il est connu d'une équipe. Donc oui, il y a des situations où bien sûr ce n'est pas la fin de vie et ça permet justement de, j'allais dire, retrouver un peu un élan vital qui a du sens et qui permet de continuer la route. Alors maintenant, si on aborde la fin de vie, comment ça se passe aujourd'hui, la fin de vie et, j'allais dire, l'accompagnement en soins palliatifs sur le soulagement des douleurs. Et on en avait parlé avec Claire Fourcade, mais il y a aussi la loi Leonetti qui est entrée en jeu. Voilà, comment ça se passe concrètement au quotidien? Alors d'abord, je voudrais dire que la plupart des patients que je vois finissent leur vie de manière assez simple, assez douce, sans avoir besoin d'une médicalisation. Parce que là, on a l'impression qu'il faut forcément endormir les gens, qu'il faut les mettre sous morphine. Non, la plupart des gens sont de plus en plus fatigués, dorment de plus en plus et finissent par arrêter de respirer dans leur sommeil dans une certaine douceur, avec des proches qui sont là et qui sont témoins de quelque chose de doux. En tout cas, moi, je suis témoin régulièrement de quelque chose de doux. Vous avez des personnes qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement médical s'ils ont des douleurs, s'ils ne respirent pas bien, s'ils ont besoin de mieux dormir la nuit. Et du coup, les équipes de soins palliatifs sont là pour mettre une logistique et puis aussi, j'allais dire, aider les proches à accompagner. Parce que quand on est à domicile et qu'on a quelqu'un qu'on aime qui est en train de finir sa vie, eh bien ça véhicule des idées, on a des appréhensions, on est aussi là pour les aider à accompagner leurs proches à la maison. Et puis, ça peut être à l'hôpital, ça peut être en unité de soins palliatifs. Alors dans des situations plus complexes, où les personnes malades ont des symptômes qui peuvent être un peu réfractaires, notamment des douleurs, eh bien c'est là où on intervient comme équipe spécialisée parce que nous savons manier des traitements antidouleurs puissants qui permettent de rendre plus confortables les gens. Nous pouvons, et en fait la loi française nous permet déjà beaucoup de choses, pour des patients qui sont en situation de fin de vie avec un pronostic à court terme et qui finalement vivent mal ce temps qui reste et n'ont pas envie de le vivre parce que physiquement ou psychiquement c'est trop dur, malgré tout ce qu'on a mis en place pour essayer de rendre la situation, j'allais dire, plus agréable, eh bien on peut arrêter une transfusion, on peut arrêter une réanimation, on peut arrêter une ventilation, à condition de pouvoir accompagner que cet arrêt de traitement qui va précipiter la fin de vie n'augmente pas les douleurs ou n'augmente pas l'inconfort. Et donc, on peut sédater les gens, c'est-à-dire les faire dormir. On peut les faire dormir uniquement la nuit pour qu'ils vivent mieux la journée, et on peut les faire dormir jour et nuit jusqu'à que la mort arrive, une mort qui arrive dans le sommeil, c'est-à-dire qu'on les fait dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Et est-ce que la sédation accélère la mort en soulageant la douleur? Mais je me souviens de cette discussion avec Jean Leonetti. Il y a cette mécanique en médical, c'est-à-dire que quand on sédate, je ne sais pas exactement, on va accélérer la mort du patient. Écoutez, je pense qu'il y a des moments où on accélère et des moments où on n'accélère pas. Je ne peux pas dire avec aplomb que je le sais à chaque fois. Si on sédate quelqu'un, l'intention est qu'il arrête de souffrir. Donc l'objectif, c'est de le faire dormir. Vous avez des gens qui n'arrivent pas à mourir parce qu'ils ont trop mal ou parce qu'ils sont trop angoissés. Et le fait de les soulager, même sans les faire dormir, parfois permet cette espèce de relâchement qui fait qu'ils meurent. Donc la sédation doit y contribuer, comme le fait parfois des antalgiques puissants. Donc oui, il est probable que de temps en temps on accélère cette fin de vie, mais on le fait dans un objectif de soulagement, comme la loi Leonetti nous le permet, c'est-à-dire que l'objectif est de soulager, parfois au risque de précipiter la fin de vie, et c'est un risque qu'on accepte puisque l'objectif principal est de soulager. Vous qui voyez beaucoup de cas, les cas difficiles qui sont aujourd'hui
où on tente, par le projet de loi du gouvernement, de répondre, ça représente quelle proportion des cas, vous, au quotidien? Est-ce que vous voyez des véritables cas où il n'y a pas de solution? Alors, d'abord, moi, j'exerce dans un centre de lutte contre le cancer. Donc, j'ai une expérience auprès des malades atteints de cancer et je n'ai pas d'expérience auprès de malades atteints de maladies neurologiques dégénératives, etc. Donc, je suis prudent pour répondre sur ces situations-là. Je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de compétences. Pour les patients atteints de maladies cancer, moi, dans mon expérience en équipe, nous trouvons que nous avons les moyens dans l'institut dans lequel je travaille et la législation qui nous permettent de couvrir l'immense majorité des situations, quasiment toutes, puisqu'on peut toujours faire dormir les gens. De toute façon, le projet de loi tel qu'il est prévu là et l'intention des promoteurs forts, très engagés dans ce projet de loi, ce n'est pas uniquement pour permettre d'abréger la vie de gens qui sont dans une situation épouvantable que personne ne souhaite. C'est complètement autre chose. C'est un projet sociétal, c'est une philosophie différente qui est de pouvoir dire « je veux choisir le jour et l'heure de ma mort, mon corps m'appartient, c'est mon droit, c'est ma liberté », indépendamment d'une maladie, d'un handicap, d'une vieillesse ou d'une situation grave avancée. Donc oui, nous avons des situations parfois qui sont très complexes et on doit batailler davantage, faire équipe, parfois passer la main avec des patients qui parfois nous remercient beaucoup et retrouvent un peu d'élan vital alors même qu'on ne les a pas soulagés complètement. Mais le fait d'être soulagés partiellement et de voir une équipe qui à leur côté a de la sollicitude, se bat, a une intention qui est de les soulager, permet encore parfois des projets. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est assez rare, on est parfois amené à les proposer de les endormir parce que c'est trop difficile. Donc, dans mon expérience, j'allais dire d'une quinzaine d'années en soins palliatifs et dans le domaine de la cancérologie, j'ai été très peu confronté à des situations où on n'arrivait pas à trouver une solution. Par contre, j'ai été confronté à des gens dont le projet, l'idéologie, la philosophie, le souhait de vie peut être de dire qu'à un moment, ils ne souhaitent pas continuer cette vie, mais c'est, j'allais dire, indépendamment de la complexité d'une situation, c'est un souhait personnel. Est-ce qu'il n'y a pas des cas quand même où des gens vont avoir une espérance de vie relativement limitée et où les soins palliatifs, je pense de façon psychique, etc., ne vont pas permettre de vivre sans douleur, puisqu'on peut avoir de graves problèmes psychiques et avoir un corps qui est viable, et donc vous n'allez pas endormir les gens pendant 2-3 semaines, enfin j'en sais rien. Donc, D'abord, ce que je veux vous dire, c'est que la législation française permet de faire pas mal de choses. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui a une assistance ventilatoire, c'est-à-dire que pour pouvoir respirer, il a besoin d'un appareil qui le ventile, ou il a besoin d'une oxygénothérapie. Eh bien, nous pouvons toujours, et la loi du 22 avril 2005 dit l'ONETI, nous pouvons toujours arrêter, avec son accord bien sûr, arrêter cette assistance, et si cette assistance devait créer des symptômes désagréables, ce qu'on fait, c'est qu'on endort le patient avant et on enlève cette assistance. C'est-à-dire qu'on retire un traitement artificiel de maintien en vie qui peut-être permettait à la personne de vivre encore des années. Alors, mais ça, c'est le cas où effectivement la nature ferait que la personne mourrait de toute façon naturellement. Voilà, ça c'est pour les personnes qui sont maintenues avec une situation artificielle de maintien en vie. Quand les gens sont dans une situation, j'allais dire, toute terminale, avec un pronostic engagé à court terme, on peut toujours les endormir complètement. Vous, votre question, c'est est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui soient un peu avant et qui finalement vivent des situations difficiles? Oui, il y en a. C'est très rare et il peut y avoir des gens qui disent « je ne veux pas vivre ça ». Ils ne sont pas forcément des douleurs très fortes, mais ils peuvent ne pas vouloir vivre cet état dégradé, cet état de vulnérabilité, cet état de fragilité. Et oui, il existe. Maintenant, ce que l'on voit aussi dans notre expérience, c'est que l'alliance thérapeutique qu'on peut faire avec eux, et notamment des hospitalisations en unité de soins palliatifs où on leur permet de mieux dormir, d'être mieux accompagnés, leur permet assez souvent de retrouver un élan vital et de vivre quelque chose qu'ils ne pensaient pas possible de vivre. Et donc là, on vit des choses assez étonnantes. Et il peut y avoir des gens qui, de toute façon, ne sont pas d'accord de vivre ça. Donc ils ne sont pas forcément dans des souffrances physiques extrêmes, mais ils peuvent être pas d'accord de vivre ça.
Donc c'est plus ça, je pense, que l'on vit. Il y a un point que vous soulevez qui est intéressant. Est-ce que il y a des cas où on assiste à un changement d'avis, c'est-à-dire quelqu'un qui va être d'abord, qui souhaiterait le suicide assisté ou l'euthanasie, et qui puis finalement décide, après des soins, de ne plus être dans ces dispositions-là? Est-ce que ça... Le changement d'avis, c'est-à-dire l'ambivalence, vouloir vivre et mourir, ou plutôt vouloir vivre mais pas comme ça, quelque chose qui est hyper fréquent. On le voit tout le temps. Et quand on a des patients qui expriment le souhait de mourir, ou qui expriment le souhait d'une euthanasie, ou qui expriment le souhait d'aller à l'étranger, parce que là-bas, il y a la possibilité aujourd'hui de pouvoir mourir de façon anticipée, eh bien, on voit que quand on prend du temps avec eux, et que la motivation principale, ce sont des symptômes qui ne sont pas soulagés, c'est une organisation, une logistique à la maison qui ne va pas, ou c'est une perspective très angoissante d'une fin de vie qu'ils imaginent épouvantable parce qu'ils ne savent pas ce qui est possible, eh bien, si on prend du temps avec eux, qu'on se donne quelques jours et que l'on leur explique tout ce qui est possible, qu'on fait équipe avec eux et qu'ils sont soulagés, en équipe, nous avons été témoins de centaines de gens qui ont complètement révisé leur avis. Et si vous voulez, l'ambivalence de la fin de vie, elle est hyper fréquente. On peut souhaiter mourir le lundi et renier le mardi sa parole du lundi, et puis souhaiter autre chose après. Quand on est dans des périodes où on est fragile, où on peut avoir mal, ben si vous voulez, si vous avez passé une journée où vous n'avez pas eu mal du tout, et que vous avez eu la visite de quelqu'un qui vous a réjoui, vous êtes capable de dire que vous avez passé une très bonne journée. Si cette même journée, la personne attendue finalement n'est pas venue, et puis finalement vous avez eu mal, ben vous souhaitez mourir. Vous voyez, ces sentiments, ces émotions qui peuvent vouloir à la fois mourir et à la fois vivre, elles sont mêlées, il y a du rire, il y a des larmes, et c'est ça que nous accompagnons souvent. Et vous pouvez avoir dans la même journée des gens qui demandent des choses et leur contraire. Vous pouvez avoir des gens qui disent à leurs proches qu'ils souhaitent mourir, mais quand le médecin arrive, ils disent rien du tout. Vous pouvez avoir l'inverse. Voilà. Et si vous voulez, ce temps d'accompagnement, il prend du temps. Il prend du temps et nous essayons de ne pas cristalliser une demande. Il peut y avoir des demandes qui sont réelles d'une mort souhaitée, mais c'est rarement figé, même si il est possible qu'il y ait une demande très ferme qui est demandée comme à être imposée par la personne qui n'accepte pas de vivre ce qu'elle vit. Dernière question, là je voudrais plus m'aborder aux médecins. Si ce projet de loi devait passer et que vous deviez l'appliquer, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que les médecins sont d'accord pour agir dans le cadre d'un suicide assisté? Alors, je ne sais pas ce que pensent tous les médecins, je sais quand même ce que pensent les équipes de soins palliatifs. L'esprit des soins palliatifs, la philosophie des soins palliatifs, l'éthique du soin des soins palliatifs, s'est construit sur, si vous voulez, un accompagnement de la personne malade, gravement malade et en fin de vie, pour toujours prendre soin, soigner, soulager, sans précipiter la mort et sans faire durer, quoi qu'il en coûte, la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la définition mondiale de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la définition des soins palliatifs. Donc les équipes de soins palliatifs, elles ne peuvent pas entendre que provoquer la mort, c'est un soin et un soin palliatif. C'est l'antithèse de ce pourquoi elles se sont engagées et construites. Maintenant, vous avez peut-être des soignants qui accepteront de faire ce geste. Ce n'est pas rien, c'est un geste qui génère une émotion très forte. C'est un geste à charge émotionnelle très forte. C'est complètement indépendant de croyances, philosophie ou autre. Vous avez quand même une personne à qui vous parlez, pour lequel il peut être demandé de faire une injection avec un poison dans le seringue, ce qui ne s'est jamais fait en termes légaux jusqu'à maintenant, et que vous trouvez morte après, donc c'est pas rien. Quelle va être notre réaction? Nous, ce qu'on veut dire, si vous voulez, c'est que
Nous avons bien compris aujourd'hui que le projet de loi, c'est de ne pas uniquement aller rendre, si vous voulez, l'ultime service de patients dans des situations épouvantables. C'est complètement autre chose. C'est un projet qui propose aux gens de décider le jour et l'heure de leur mort dans un projet de suicide parce que c'est important pour eux, en n'étant pas forcément en fin de vie, en n'étant pas forcément gravement malade. Et si la loi met quelques restrictions aujourd'hui, les promoteurs de cette législation ont déjà dit, et ils le disent déjà aujourd'hui à l'Assemblée, qu'ils veulent aller plus loin, qu'ils ne sont pas d'accord avec un pronostic, qu'ils ne sont pas d'accord avec une limitation d'âge, qu'ils ne sont pas d'accord avec une maladie avancée ou autre. Et si vous voulez, là, c'est complètement différent. Donc nous sommes très, si vous voulez, inquiets que cette peut-être exception d'aide active à mourir, finalement, soit en fait la partie immergée d'un iceberg qui est un projet sociétal, qui est tout l'inverse de l'engagement des soins palliatifs, qui peut être complètement respectable, mais qui est l'inverse de l'état d'esprit des soins palliatifs tel qu'il a été créé depuis 40 ans en France et depuis plus encore dans des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis. Merci beaucoup.